Ah, quelqu'un a démarré. Bonjour, on a démarré la diffusion un peu précocement. On va patienter encore 5 minutes puisque le début du webinaire est prévu pour 4h moins 5. 4 heures. Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 16 heures, on va pouvoir démarrer. Merci de nous retrouver pour le webinaire du mois de septembre de la SRLF, le 6e. Nous avons la chance d'accueillir en tant qu'orateur le professeur Elie Azoulay qui va nous parler d'insuffisance respiratoire aiguë chez les immunodéprimés. Le modérateur sera le professeur Penn du CHU de Cochin. Merci à eux de leur présence.
Comme vous le savez, vous pourrez soumettre des questions au modérateur en les tapant dans l'onglet questions qui figure sur votre interface. Des questions vous seront également posées. Vous avez 15 à 20 secondes pour répondre en cliquant directement sur là où les bonnes réponses avec la souris. Voilà, je laisse maintenant la parole au professeur Elie Azoulay. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux et que vous avez des tas de questions dans votre besace. Je remercie aussi bien sûr la SRLF et les organisateurs du webinaire et Frédéric Penn pour modérer la session. Alors c'est un grand plaisir et merci de faire partie de ces webinaires. Voici mes liens d'intérêt et voici les objectifs de ce webinaire. Finalement, c'est de parler d'une situation clinique qui est très fréquente, qui peut avoir une approche qu'on peut voir comme très simple ou très complexe à la fois. J'espère qu'on va la voir aujourd'hui sous l'angle très simple. Montrer qu'il y a des petites actions au lit du malade qui peuvent se traduire en bénéfices importants. Montrer aussi que quand on est au lit du malade, plutôt que de naviguer à l'intuition ou dans le noir, eh bien, il faut utiliser un GPS qui est l'anagramme qu'on appelle direct. Et puis, vous allez voir que on pourrait préférer la médecine aux machines pour le bénéfice des malades. Alors, nous parlons d'une situation clinique qui est définie par donc l'insuffisance respiratoire aiguë, qui est définie par la présence de signes cliniques de détresse respiratoire, avec un infiltrat pulmonaire qui peut être unilatéral, mais qui est le plus souvent bilatéral et aigu, c'est-à-dire qu'il s'est installé dans les 7 derniers jours, et des anomalies de l'échangeur gazeux avec une hypoxémie profonde. Il est habituel de recommander l'admission en réanimation à partir de quelques litres d'oxygène. Ça dépend un peu de si votre hôpital est organisé, du fait que le service de réanimation est à côté ou loin du service de greffe rénale, d'hémato, d'onco, etc. Alors, en termes d'incidence, sur ce tableau, vous voyez qu'au cours de différentes situations comme les hémopathies malignes, les tumeurs solides ou la transplantation d'organes solides, vous voyez que les incidences d'insuffisance respiratoire aiguë vont être beaucoup plus importantes dans la leucémie aiguë et plutôt la leucémie aiguë myéloblastique qu'au sein des tumeurs solides, le cancer du poumon est loin devant aussi parce qu'il y a ces infections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tiré dessus. Allô? Qu'il y a ces infections pulmonaires qui se développent sur les atélectasies. Et puis, au cours de la transplantation. Ah bon? Enfin, il y a quelqu'un qui a tiré dessus en tout cas. Au cours de la transplantation d'organes solides, d'accord. la greffe pulmonaire. Ouais. Alors là, Ouais, j'entends un téléphone. Est-ce qu'on peut avancer? Frédéric, tu m'entends? Bah ça c'est une décision investigateur, hein, c'est comme Frédéric, tu m'entends? effectivement. Moi je t'entends. C'est pas de chance quoi, mais bon, en même temps, plus on je sais inclut pas les ce que malades, voient plus les on gens, mais je vois simplement ton écran PowerPoint en mode travail, moi. Nous, vous savez, pour l'instant, on a eu de la chance. Là, j'entends une voix de fond là. Mais non, enfin c'est clair. Alors j'avance. Alors en termes d'incidence, vous voyez sur cette diapositive que le plus fréquent, l'événement est d'autant plus fréquent qu'il s'agit d'une situation dans laquelle la neutropénie est prolongée. La neutropénie est particulièrement prolongée dans deux situations. Chez les patients qui ont une chimiothérapie d'induction dans le cadre d'une leucémie aiguë myéloblastique ou au cours des allogreffes de moelle. La neutropénie peut être aussi un peu plus prolongée autour de l'autogreffe de moelle. Et vous voyez que dans ces deux situations-là, on va avoir une incidence d'événements respiratoires et d'infections pulmonaires de l'ordre de 40 à 50%. Sur cette étude d'Orache et collaborateurs, eh bien, qui a été publiée il y a maintenant 10 ans, vous pouvez voir que l'incidence des pneumonies eh bien, peut avoisiner 40% pour des situations de neutropénie qui vont excéder 21 jours. Et là, vraiment, on est dans l'induction de leucémie aiguë ou bien dans la neutropénie des allogreffes de moelle. Alors, on va présenter un premier cas clinique. C'est un patient de 37 ans qui est pris en charge pour un lymphome primitif du médiastin. C'est une maladie primaire qui a un bon pronostic. Alors Frédéric, tu peux d'abord...
Le diaporama ne passe pas? Le Oui, diaporama excusez-moi, ne passe pas, monsieur oui. Azoulay, oui. Oui, les Alors, diaporamas ne sont pas passés. Est-ce que vous pouvez relancer juste votre diaporama? c'est ce que je viens de faire. Alors, j'éteins et je rallume. Est-ce que là, c'est mieux? Moi, j'ai une fenêtre figée sur l'écran en mode diapositive sur ta première diapositive. Ben là, je viens de le rallumer et de tout relancer. Bon, ben, je me déconnecte et je me reconnecte. Non, est-ce que vous pouvez choisir, normalement, vous pouvez choisir de partager votre écran. Vous pouvez regarder l'onglet partage d'écran. Ok, là c'est bien, faut le Voilà. mettre en mode présentation. Voilà. OK. Alors, donc, je reprends très rapidement. On part d'insuffisance respiratoire aiguë et l'incidence de ces événements respiratoires est plus importante dans les hémopathies malignes, surtout les leucémies aiguës myéloblastiques, qu'au cours des tumeurs solides, c'est surtout le cancer du poumon, et au cours de la transplantation d'organes, c'est surtout la greffe pulmonaire et un petit peu moins la greffe cardiaque. Les incidences d'insuffisance respiratoire aiguë dépendent de la durée de neutropénie dans les hémopathies malignes. Et en effet, comme vous le voyez sur cette diapositive, à partir de 21 jours de neutropénie, on peut arriver jusqu'à 40% d'événements respiratoires et de pneumonie en règle infectieuse, alors que en dehors de la neutropénie, on est à peu près à la moitié en termes d'incidence. J'en arrive à mon premier cas clinique. C'est un patient de 37 ans qui a un lymphome primitif du médiastin, qui est en rémission complète. C'est une maladie de bon pronostic et qui est actuellement qui est dans le cadre de son dernier cycle de polychimiothérapie. On va dire que c'est une maladie presque guérie et ayant besoin d'encore un peu de chimio de consolidation. Il se présente aux urgences pour un tableau de fièvre sans point d'appel, ce que les hématologistes appellent les FUO, les fièvres sans origine. Cliniquement, il a une saturation en air sous 6 litres d'oxygène à 92. Il est tachypnéique à 34. L'auscultation pulmonaire retrouve une consolidation à droite, décrépitant à gauche. Il a une pression artérielle à 126/61. Il est tachycarde à 110 et il n'est pas marbré. Les premiers éléments de la biologie montrent qu'il est neutropénique et fébrile. Alors, quelle est la bonne réponse parmi ces 5 items? Premier item, il peut aller en hématologie car il n'a aucune chance de se dégrader maintenant qu'il est sous oxygène et qu'il va recevoir ses antibiotiques. Deuxième item, il peut se dégrader dans un second temps, mais si c'est le cas, eh bien, il sera toujours le temps de l'admettre en réanimation. Troisième item, sa probabilité d'intubation est de l'ordre de 40% et sa mortalité est de l'ordre de 30%. Quatrième item, sa probabilité d'intubation est de 10% et sa mortalité de 60%. Et cinquième item, il est urgent de l'admettre pour lui faire de la ventilation non invasive. Alors, à vous de répondre. Le sondage va être ouvert et nous attendons vos réponses. Ok, Ellie, je vais prendre la parole là pour t'annoncer les résultats. Donc pour la première réponse, hospitalisation en hématologie qui a aucune chance de se dégrader, 0%. Admission en réanimation plus tard s'il se dégrade, 8%. Possibilité d'intubation de 40% et mortalité 30%, 64%. Probabilité d'intubation à 10% et mortalité à 60%, 4%. Et admission en réanimation urgente pour faire de la ventilation non invasive, 24%. Un commentaire, Ellie? Eh bien, je vois que les participants au webinaire sont experts, puisqu'en effet, la bonne réponse est la réponse 3. La probabilité d'intubation d'un malade qui a 6 litres d'oxygène est en effet de l'ordre de 40%, c'est-à-dire que quand on voit les essais randomisés qui avaient comme critère d'inclusion 6 litres d'oxygène dans le cas de l'insuffisance respiratoire aiguë, montre globalement que la probabilité d'intubation est de 40% et la mortalité est en effet de 30%. Vous noterez que 30%, c'est très peu dans ce contexte
bien sûr, c'est plus que chez des malades qui n'ont pas une immunodépression, mais c'est très peu. Alors, il y a deux autres items qui étaient sortis. La première, c'est lui faire de la ventilation non invasive. Eh bien, c'est une possibilité. Je suis d'accord sur la partie, il est urgent de l'admettre. Sur ça, on est d'accord. Pour lui faire de la VNI, eh bien, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est qu'il y a un essai positif chez ces malades-là publié dans le New England en 2001, qui est un essai de bonne qualité, qui est un essai monocentrique fait au CHU de Bordeaux par Gilles Hilbert et collaborateurs, et qui est une étude qui, à l'époque où la mortalité des malades intubés était de 80%, eh bien, montrait qu'il y avait un bénéfice à faire de la VNI. Les éléments récents montrent qu'aujourd'hui, eh bien, la probabilité de mourir quand on est intubé est beaucoup moindre, que la mortalité globale chez ces malades-là est beaucoup moindre et que la VNI, on va dire, a peut-être un effet moindre. Pour aller toujours dans ce sens, un essai qui a été réalisé par notre groupe en 2015, dont le principal investigateur était Virginie Lemial, a montré que faire de la VNI ou faire de l'oxygène arrivait au même résultat et que la VNI ne conférait plus de bénéfices sur la survie ou un bénéfice non significatif sur l'intubation. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, si dans votre équipe, vous avez l'habitude de faire de la ventilation non invasive, on peut comprendre cette attitude. Au demeurant, je mets en garde ceux qui ont répondu à cette question parce qu'il y a un autre essai dans lequel, et avec une étude de sous-groupe publiée chez le malade immunodéprimé, donc qui est l'essai de Jean-Pierre Fratt, aussi publié dans le New England en 2015, et qui montre qu'à l'inverse, la ventilation non invasive chez le malade qui a une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante, eh bien, est plutôt associée à un pronostic qui est moins bon, avec une mortalité accrue, et que les données chez le malade immunodéprimé, dans l'étude de sous-groupe qui est publiée dans Lancet Respiratory Medicine, n'invitent pas à proposer la ventilation non invasive. Donc voilà mon commentaire. Frédéric ? Elie, peut-être une question à ce niveau-là. La plupart des hôpitaux qui prennent en charge des patients qui sont porteurs d'hémopathie maligne de haut grade ont une unité de soins intensifs d'hématologie. Est-ce que dans cette circonstance, l'hospitalisation en soins intensifs d'hématologie peut être considérée comme une alternative acceptable à une prise en charge en réanimation ou en USC? Alors aujourd'hui, on a les éléments pour répondre que c'est une perte de chance. Les unités de soins intensifs hématologiques sont des unités de soins intensifs dans le sens où elles sont équipées et dotées en personnel paramédical pour pouvoir faire de la chimiothérapie intensive ou de la greffe de moelle. Elles ne sont pas faites pour gérer des défaillances d'organes. La gestion des défaillances d'organes est faite dans le cadre de la réanimation. L'insuffisance respiratoire aiguë est une pathologie de réanimation et les bons chiffres relatifs que je vous ai donnés sont quand les malades sont pris en charge dans les services de réanimation médicale. Je n'invite pas à garder ces patients en soins intensifs hématologiques dans lesquels d'autres situations comme la neutropénie fébrile, pas choquée, pas en détresse respiratoire, pas tachycardie, pas marbrée, des patients peuvent rester, ou des patients avec des hémopathies agressives qui sont à distance du syndrome de l'isthme tumoral, mais qui sont encore en surveillance rapprochée sous chimiothérapie. Là, je pense que l'USI hématologie est adaptée. Elle n'est pas du tout adaptée aux défaillances d'organes aiguës. Deuxième question, penses-tu que cette situation doivent être gérées, je dirais, à trois personnes, les urgentistes, les réanimateurs et les hématologues, ou est-ce qu'une telle décision d'admission en réanimation, à ce niveau-là, peut être prise uniquement, entre guillemets, par le réanimateur sans avoir recours, par exemple, à l'hématologue référent du patient? Alors, le recours c'est une bonne question. Le recours à l'hémato-référent est important dans trois situations. C'est important dans les situations où il y a une urgence chimiothérapique, c'est ce qu'on appelle la prise en charge à quatre mains. Ces patients sont gérés en réanimation parce qu'ils ont une insuffisance respiratoire, une maladie tumorale compressive ou un syndrome de l'isthme tumoral ou autre, et donc ils ont besoin de réanimation, comprenez des actes traceurs, et de chimiothérapie, comprenez qu'elle est prescrite par l'hématologiste. Donc là, l'hémato est absolument important.
Deuxième situation, c'est la toxicité de l'immunothérapie, de la chimiothérapie et des traitements en développement. Eh bien, on a beau avoir l'habitude, je pense que c'est bien de travailler main dans la main avec les hématos, dans le sens où les choses évoluent beaucoup, que les traitements de rattrapage de ces maladies-là évoluent aussi. Et donc, dans ce sens, le binôme hémato-réa est important. Troisième situation dans laquelle l'hémato est important, c'est pour l'annonce. L'annonce d'un diagnostic, l'annonce d'une complication, l'annonce d'une rechute qui malheureusement peut survenir en réanimation. Et là, il est important que les patients, leurs familles, aient un visage familier. Ça, c'est pour la partie hémato. Pour la partie urgence, je pense qu'il est simple de se mettre d'accord dans les structures dans lesquelles ces patients sont pris en charge, que des patients qui reçoivent de l'oxygène alors qu'ils sont immunodéprimés doivent être évalués par les réanimateurs. Je vous rappelle que le papier de Didier Gruson à Bordeaux montrait que quel que soit le débit d'oxygène utilisé, eh bien, c'était un facteur de risque d'admission en réanimation et que c'était un facteur de risque d'intubation avec un odds ratio qui avoisinait 2. Ok, peut-être une dernière question pour cette partie. Si ces patients sont suivis dans des centres hospitaliers avec des services d'hématologie, il peut arriver qu'ils arrivent dans des services d'urgence de centres hospitaliers non pourvus de services d'hématologie et dans des réanimations polyvalentes. Penses-tu que ce type de patients doivent être envoyés systématiquement dans des centres dits de référence pour la prise en charge du patient d'oncohématologie? Alors, il y a en effet une association, c'est-à-dire que les services qui ont un haut volume de patients en insuffisance respiratoire aiguë immunodéprimés ont une mortalité qui est moindre par rapport aux services qui en ont moins. Comprenez que globalement, quand vous avez un malade par semaine, vous avez suffisamment d'expérience pour gérer ces malades-là que quand vous en avez un par mois, et globalement, c'est 10 versus 50. À l'inverse, on est en train de développer des stratégies de maintien en place, c'est-à-dire que si la maladie sous-jacente est une indication à la chimio, à une corticothérapie pour une réaction du greffon contre l'hôte ou à une maladie toxique un peu particulière, la réponse est oui. Je pense que ces patients doivent être pris en charge dans un centre de référence avec un plateau qui permet le diagnostic et une équipe multidisciplinaire comprenant l'hémato, le greffeur ou l'oncologue. À l'inverse, si c'est une complication, par exemple une pneumonie bactérienne, il m'apparaît que le réanimateur qui a une formation en réa médicale et qui a l'habitude de gérer des malades immunodéprimés peut prendre en charge ces patients. Il est vraisemblable que l'aide ou l'assistance d'un système expert par quelqu'un qui a l'habitude, soit ponctuellement, soit régulièrement, puisse aider à restaurer le pronostic comme si le malade était dans un centre de haut volume, mais aujourd'hui, ça n'est pas démontré. Merci Elie, je crois qu'on va pouvoir continuer et j'invite l'auditoire à réagir et à poser des questions. Merci Fred. Et donc on arrive justement à ce concept d'admission précoce en réanimation parce que je pense que c'est la clé pour l'amélioration de la survie de ces patients. Tout d'abord, quand on prend une cohorte de patients d'hématologie admis en réanimation, ici c'est la cohorte du GROS publiée en 2011 dans le JCO, qui montre que si le délai entre l'admission à l'hôpital et l'admission en réa est de moins de 24 heures, la mortalité est réduite. Ce résultat est en analyse multivariée, ajustée sur la sévérité et les autres facteurs confondants. Pour aller plus en sens de l'insuffisance respiratoire aiguë, je prends cette étude plus détaillée du GROS, toujours en sous-étude de Trialo, qui est une sous-étude de l'étude Minimax, qui va comparer les malades admis en réanimation, soit immédiatement, c'est-à-dire le jour ou le lendemain de leur arrivée à l'hôpital, soit dans les 2-3 jours et soit supérieur à 3 jours. Regardez la partie la plus à droite de cette diapo et on voit que quand les malades sont admis tout de suite ou le premier jour, la mortalité est de 20%, alors que quand ils sont admis au-delà du 3e jour, la mortalité est de 40%. Pour le dire en d'autres termes, voilà une revue systématique avec une méta-analyse d'études qui ont mesuré l'impact du retard d'admission en réanimation sur le pronostic chez les patients
immunodéprimés, ici ce ne sont que des malades d'hématologie, eh bien vous voyez qu'il y a un bénéfice à l'admission précoce en réanimation. Regardez ici la partie la plus à gauche, la partie acute respiratory failure, et je pense qu'il faut garder en tête ces chiffres-là. 2 litres d'oxygène, c'est 4 fois plus d'admission en réanimation. 6 litres d'oxygène, c'est 40% de ventilation mécanique et à peu près 30% de mortalité. Si je vois aux urgences ou dans un secteur d'hémato, d'onco, de greffe rénale, de greffe pulmonaire ou chez un patient qui a une immunodépression, quelle qu'elle soit, et que je vois un patient et je dis tiens, finalement sous oxygène, il a 6 litres, il respire mieux, il est pas choqué, il n'est pas comateux et il a 96 de saturation, je le laisse en salle, eh bien il faut le savoir, vous laissez en salle un patient qui a 40% de chance d'être intubé et une mortalité de 30%. Je comprends que ce soit fait quand il n'y a plus de lit et que le malade n'est pas transférable. Je ne comprends pas que ce soit fait quand il y a encore des lits en réanimation, même s'il n'en reste plus qu'un seul. Second QCM, quelle est la proposition fausse? Au cours des neutropénies fébriles, l'administration d'antibiotiques ne doit pas être retardée. Deuxième item, il est hautement improbable qu'il s'agisse d'une atteinte pulmonaire lymphomateuse. Ce patient, neutropénique fébrile, a une immunodépression l'exposant surtout aux bactéries et aux virus. L'aspect radiographique évoque surtout une atteinte bactérienne. Vous vous souvenez de la radio. Et puis le premier diagnostic à évoquer est une toxicité de la bléomycine. Donc ce cas fait vraiment référence au cas qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez de la radio. Et donc je vais vous la remontrer très rapidement. La voici. Je vous laisse la regarder. Et donc, ce patient qui a donc une neutropénie fébrile, je reviens sur le deuxième QCM, eh bien, l'administration d'antibiotiques ne doit pas être retardée. Il est hautement improbable qu'il s'agisse d'une atteinte pulmonaire lymphomateuse. Ce patient a une immunodépression l'exposant surtout aux bactéries et aux virus. L'aspect radiographique évoque surtout une atteinte bactérienne. Et le premier diagnostic à évoquer est une toxicité de la bléo. C'est à vous de voter. Il s'agit de voter pour la proposition fausse. La seule proposition fausse parmi les 5. Et à l'auditoire les résultats du sondage. Pour la première réponse, l'antibiothérapie ne doit pas être retardée si neutropénie fébrile 0%. L'atteinte lymphomateuse est hautement improbable 3%. Il s'agit d'une immunodépression qui l'expose surtout aux bactéries et aux virus 3%. Un aspect radiographique évoque surtout une origine bactérienne 0% et une écrasante majorité de 94% pour penser que la réponse fausse est la 5e, c'est-à-dire que le premier diagnostic à évoquer est une toxicité de la bléomycine. Merci Frédéric. Un commentaire ? Eh bien, on a encore un parterre d'experts, c'est-à-dire qu'en effet, il est improbable qu'alors qu'on est en rémission complète d'un lymphome primitif du médiastin, on développe une infiltration pulmonaire lymphomateuse. Bien évidemment, l'antibiothérapie dans la neutropénie fébrile, elle doit être sous-corticale. Il faut faire les prélèvements qu'il y a à faire en quelques minutes et démarrer l'antibiothérapie le plus vite possible. En effet, la neutropénie qui dure comme ça 5 à 7 jours expose surtout aux bactéries et aux virus herpès. L'aspect radiographique qui montre un infiltrat alvéolaire avec un bronchogramme essentiellement à droite mais avec des petites images à gauche, c'est en effet en faveur d'une atteinte bactérienne. Et alors qu'il pourrait y avoir une toxicité de la bléomycine chez ce patient qui a reçu une chimiothérapie comprenant de la bléomycine, eh bien, ça n'est pas du tout le premier diagnostic à évoquer devant une maladie aiguë, fébrile, pendant la neutropénie. On pourrait l'évoquer dans une maladie éventuellement fébrile, survenant à ce moment-là, puisqu'il y a déjà eu 6 cures d'ACBVP, puisque là, on est dans la dernière partie de la chimiothérapie. Au demeurant, la présentation clinique n'est pas celle-là, elle n'est pas si aiguë que ça, et en particulier, elle n'est pas une maladie unilatérale, c'est une maladie bilatérale qui peut mimer une pneumocystose, et c'est souvent d'ailleurs une maladie très progressive qui va survenir après qu'il y ait plusieurs jours à plusieurs semaines de symptômes cliniques.
Donc, tout à fait d'accord avec la réponse 5. Ok. Peut-être une question. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'interprétation de la radio et est-ce que on peut faire de la sémiologie un peu plus fine sur ce type de radio, ou penses-tu que cette atteinte radiologique doivent d'emblée indiquer une imagerie par tomodensitométrie? Alors, c'est vraiment une question importante. Tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est que la radio n'est pas normale. C'est vrai qu'au cours de la neutropénie fébrile, on peut avoir des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, mais des images un peu décalées dans le temps, de l'ordre de 12 heures, avec une radio pseudo-normale au début. Il y a un papier de Hussel qui montrait que chez ces patients-là, 60% des scanners étaient anormaux. Là, dans un tableau aigu, fébrile, avec un souffle tubaire, une radio qui montre une pneumonie plutôt focale, mais avec des signes contralatéraux et un contexte de neutropénie fébrile, il me semble que la radiographie de cette qualité-là est suffisante pour évoquer le diagnostic de maladie bactérienne, et je ne ferai pas de scanner à l'arrivée. Si on voit la radio de près, on peut éventuellement dire qu'il y a un émoussement du cul-de-sac costodiaphragmatique postérieur à droite, avec un petit trouble de la ventilation, et qu'il y a une maladie bilatérale. À quoi servirait le scanner? Peut-être à préciser l'étendue des lésions, mais là on est déjà devant une maladie très hypoxémiante et bilatérale, et peut-être dans un autre contexte, à aider à évoquer un diagnostic alternatif, mais qui n'a pas sa place présentement dans ce dossier-là. Donc, je ne ferai pas de scanner ce soir pour ce patient et je me poserai la question du scanner, soit devant une évolution clinique défavorable, soit devant l'absence de documentation alors que le malade n'évolue pas bien et qui m'inciterait à aller faire plus de prélèvements qu'une hémoculture, un crachat, un antigène urinaire et éventuellement 2 ou 3 petites choses pour la maladie fongique. Je rebondis sur une de tes remarques sur l'aspect radiologique chez un patient neutropénique. On a l'habitude de dire que chez ces patients-là, les signes inflammatoires sont estompés, voire absents, alors même qu'on voit une radiologique avec un infiltrat alvéolaire assez floride. Comment est-ce qu'on doit interpréter ça dans ce contexte? Alors, il y a une corrélation entre la gravité, c'est-à-dire le débit d'oxygène, le taux d'intubation et l'outcome, la mortalité, selon le nombre de cadrans qui est impliqué dans la pathologie pulmonaire aiguë du malade immunodéprimé, le score de Murray en dehors de l'immunodépression. Et je crois que quand même, les éléments cliniques et la radio là permettent et sont suffisants pour dire que c'est une maladie diffuse bilatérale hypoxémiante. Est-ce que, parce qu'il est neutropénique, on peut dire que ça sous-estime l'atteinte pulmonaire? Je crois que c'est possible, mais que la traduction clinique de ça n'est pas très importante. Ok, et enfin, est-ce que devant cet aspect radiologique, on pourrait évoquer une hémorragie intra-alvéolaire chez des patients qui sont également souvent thrombopéniques? Alors, le syndrome d'hémorragie intra-alvéolaire est une triade qui associe donc un infiltrat pulmonaire aigu, une anémie aiguë et une insuffisance respiratoire aiguë. Ce patient-là, avec une hémoglobine normale, n'a donc pas d'hémorragie intra-alvéolaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce contexte d'hémopathie maligne sous chimiothérapie, l'hémorragie alvéolaire peut avoir, alors si on a éliminé l'insuffisance cardiaque, peut avoir donc soit une traduction, donc la première chose c'est de faire une échographie cardiaque, mais ensuite on est soit devant une pneumonie nécrosante, elle peut être bactérienne, elle peut être fongique, bactérienne à Pseudomonas ou à Staph, beaucoup plus à Pseudomonas, ou une aspergillose pulmonaire invasive d'un côté, et d'un autre côté, elle peut être liée à la toxicité épithéliale et endothéliale de la chimiothérapie. Dans le contexte du lymphome B diffus à grandes cellules ou du lymphome primitif du médiastin, la probabilité d'une hémorragie intra-alvéolaire toxique est extrêmement peu probable. Je n'aurais pas dit ça dans d'autres pathologies au cours de la leucémie aiguë ou au cours de la prise d'aracitine qui induit une hyperperméabilité capillaire et qui joue comme un tableau d'hémorragie intra-alvéolaire.
Et donc là, je n'irai pas faire un lavage alvéolaire chez ce patient uniquement au titre de documenter une hémorragie intra-alvéolaire. Le malade a 6 litres d'oxygène, il va avoir besoin d'une oxygénation croissante. On a un tableau aigu bactérien avec une radiographie évocatrice. Je ferai des prélèvements non invasifs, sans biomarqueur. Je ne ferai pas de procalcitonine ni de CRP. Je ferai juste un crachat, un antigène soluble urinaire et sanguin, éventuellement une aspiration nasopharyngée, et j'en resterai là pour l'instant. Si je devais faire une fibroscopie et un lavage alvéolaire, je le ferai au titre d'une documentation bactérienne d'un germe résistant chez quelqu'un de déjà exposé aux antibiotiques, beaucoup plus que pour la partie hémorragie intra-alvéolaire. Dernière petite chose, ce patient n'a pas un haut risque d'infection fongique invasive et donc pour l'instant, je le laisserai tranquille. Tu parlais de biomarqueurs. Est-ce que justement dans cette population-là, il y a un intérêt à utiliser des biomarqueurs de type procalcitonine, adrénoméduline, des choses comme ça? Alors, pour la procalcitonine, en one-shot diagnostic, il a été montré que la valeur prédictive est trop faible pour pouvoir soit maintenir une antibiothérapie, soit l'arrêter si c'est négatif. Vous avez beaucoup de tableaux bactériens qui ont une première PCT normale. Et donc, sur une première PCT normale, dans la neutropénie fébrile, je ne vois pas du tout l'intérêt parce que je n'arrêterai jamais les antibactériens. Il y a une niche un peu mal évaluée dans ce contexte qui est la cinétique de la PCT, mais je pense que comme on en sort pour le malade de réanimation tout venant, je pense qu'il faut rester tranquille pour le malade immunodéprimé. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on a demandé une procalcitonine ou une CRP pour ces malades-là, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Pour ce qui est de l'adrénoméduline, elle pourrait être intéressante peut-être un peu sur le plan pronostic, mais là, il faudrait des données que je n'ai pas vues publiées. Et enfin, est-ce qu'il y a dans cette population et dans ce type de tableau un intérêt de faire un ECBC? Alors oui, dans la neutropénie fébrile, c'est exactement là où il est le moins rentable. Donc, n'attendez pas chez ces malades-là de documentation majeure. On va dire qu'à tout casser, 40% des patients ont un ECBC positif au cours des pneumonies bactériennes, que c'est un peu plus quand on combine d'autres examens et que c'est sûrement moins au cours de la neutropénie fébrile à cause de l'urgence antibiotique, que souvent les prélèvements sont faits dès que les malades le peuvent ou dès que les kinés sont disponibles et que les malades ont déjà reçu des antibiotiques. Au demeurant, je ferai un ECBC. Imaginez qu'on prenne comme pari d'antibiothérapie de faire du tazobactam en monothérapie chez ce patient, tazobactam plus rofamicine, mais tazobactam en bêta-lactamine seule. Eh bien, je serai très à l'aise de rester sous ce traitement-là si un crachat n'a pas retrouvé, un crachat de bonne qualité, remplissant les critères de bonne qualité, n'a pas retrouvé de bactéries multirésistantes. Merci Elie. Je crois que nous pouvons enchaîner. Alors, on va avancer sur le GPS. Donc, l'idée du GPS est de guider la prise en charge du malade au lit du malade dans les 2 heures qui suivent l'admission en réanimation. Et le GPS est tout simplement une attitude clinique qui est, pendant que j'examine mon malade, je me pose la question de savoir quelle est la maladie dans le poumon. Sur cette diapositive, vous pouvez voir que sur différentes études, la prévalence du nombre de malades qui n'ont pas de diagnostic, elle est variable, mais elle est quand même importante. Elle est en moyenne de 15%, et que plusieurs études ont montré une association entre le fait de ne pas connaître l'étiologie d'atteinte respiratoire et la mortalité. Dans l'étude issue de l'étude Trialo, qui a été menée par Adrien Contejean, qui est chef de clinique en hématologie aujourd'hui, eh bien, on voit très bien que toute chose égale par ailleurs, et de façon ajustée sur, d'une part, la sévérité par le SOFA, et d'autre part, les autres facteurs confondants comme l'aspergillose ou la ventilation mécanique, et le fait d'avoir un diagnostic inconnu est associé à une surmortalité. Dans l'étude Ephraim, qui a été publiée il y a 1 an, les résultats étaient les mêmes. Eh bien, il y avait à peu près 12% de malades avec un diagnostic inconnu, et c'était un facteur de risque à la fois d'intubation et de mortalité. Donc, ne pas laisser ces malades-là dans une situation de diagnostic inconnu. Alors, cet anagramme direct
permet de se poser la question du diagnostic étiologique dès l'admission. Dès, c'est depuis quand le malade a une atteinte, est malade ou est immunodéprimé, depuis quand est-ce qu'il est greffé, depuis quand il reçoit des antibiotiques. Le I, c'est le type de déficit immunitaire, le R, c'est l'aspect radiographique, le E, c'est l'expérience clinique, le C, c'est le tableau clinique, par exemple un état de choc, et le T, c'est la tomodensitométrie, donc le scanner en coupe fine. Prenons l'exemple du D, donc depuis quand le malade est malade. Prenons cet exemple dans la leucémie aiguë myéloblastique. Eh bien, voilà les 3 diagnostics les plus fréquents chez des patients qui ont une leucémie aiguë myéloblastique. Eh bien, soit quand on est à la phase la plus aiguë, c'est-à-dire avant la chimiothérapie, soit au début de la chimiothérapie, dans les 7 jours qui suivent le début de la chimiothérapie. Et vous voyez que globalement, dans la leucémie aiguë, les diagnostics les plus fréquents sont infiltratifs, c'est-à-dire que les veines et les lymphatiques de ces malades, les veines et lymphatiques pulmonaires, grouillent de cellules leucémiques, éventuellement parfois de cellules lymphomateuses, mais c'est surtout au cours de la leucémie aiguë myéloblastique, beaucoup moins au cours de la leucémie aiguë lymphoblastique. Ça, c'est quand les malades se présentent avec le diagnostic. Dès que la chimiothérapie commence, on va voir à la fois de l'infiltration et du poumon leucémique et de la toxicité, par exemple de la toxicité de la racitine ou de la toxicité cardiaque des anthracyclines. La toxicité cardiaque des anthracyclines aiguë est rare, mais elle peut survenir. Et puis, plus on avance dans le temps, donc à la phase intermédiaire, c'est-à-dire avant la sortie d'aplasie ou après la sortie d'aplasie en phase de consolidation, on voit que les diagnostics sont surtout des diagnostics infectieux avec de la pathologie moins bactérienne, puisque la neutropénie fébrile fait qu'on donne beaucoup d'antibactériens. Donc, si vous aviez une maladie bactérienne, c'est une bactérie multirésistante, mais c'est beaucoup plus de la pathologie fongique, aspergillose essentiellement, mais pas que. Maintenant, il y a des mycoses émergentes, et en particulier la mucormycose, de la maladie virale, soit de la maladie virale respiratoire, comme le parainfluenzavirus ou la grippe en période endémique, soit de la maladie à herpès virus, CMV, ou VZV, et puis plus le temps avance, plus on va avoir des pathologies infectieuses un peu particulières comme la fusariose, l'anocardiose, la tuberculose qui va se révéler à ce moment-là. Donc le D est vraiment important. Si vous voulez avoir un diagnostic de poumon leucémique au cours de la leucémie aiguë myéloblastique, il faut forcément qu'il y ait plein de cellules leucémiques circulantes. Sur cette diapositive, c'est le I, c'est le type de déficit immunitaire. Et vous voyez bien que vous devez faire ça d'abord chez tous les malades, y compris les non immunodéprimés. Et là, Fred, c'est toi qui nous donnera peut-être un petit conseil tout à l'heure. Mais chez l'immunodéprimé, il faut à chaque fois se dire, bon, il est immunodéprimé, mais quel type d'immunodépression c'est? Est-ce que c'est le polynucléaire neutrophile, le macrophage, le lymphocyte B, le lymphocyte T ou l'immunité humorale, l'immunité médiée par les anticorps? Et le type d'immunodépression doit être évalué par le type de maladie sous-jacente, leucémie aiguë lymphoïde, leucémie aiguë myéloïde, donc maladie lymphoproliférative ou maladie myéloproliférative. Pareil pour le chronique, LLC, LMC. Et puis le type de traitement, par exemple, est-ce que les malades ont reçu des corticoïdes au long cours? Est-ce qu'ils ont reçu un certain type de chimiothérapie ou d'immunosuppresseurs? Est-ce qu'ils sont aspléniques? Est-ce qu'ils ont reçu des biothérapies? Tout cela va permettre de définir la carte d'identité immunitaire du patient. L'aspect scanographique est important. On utilise en fait en pathologie pulmonaire infiltrante l'héritage des pneumonies interstitielles. Donc en fait, l'image radiographique doit être faite par le réanimateur. Vous devez voir les scanners, non pas les comptes rendus des radiologues, mais vous devez voir les images de scanners en retraçant un lobule pulmonaire primitif. Vous voyez, c'est donc ces losanges, ces lobules de Müller, qui sont donc définis par les lignes septales, les septa interlobulaires, dans lesquels circulent les veines et les lymphatiques. Et au centre du lobule, vous avez une artériole et une bronchiole. Vous le voyez bien là-haut en rouge et en vert. Et donc, ces nodules qui sont centrolobulaires, ils vont attester soit, si c'est une bronchiole, d'un tableau de bronchiolite, soit, si c'est une artériole, d'un tableau de miliaire, comme on peut le voir au cours de la tuberculose ou de maladies hématogènes à Staph ou à d'autres pathologies fongiques.
Donc toujours Eusel en 99 avait permis donc de reprendre les différents items de la classification des pneumonies interstitielles, opacité en verre dépoli, consolidation alvéolaire mal définie, nodule. Si vous avez un nodule, c'est important d'en préciser la topographie. Est-ce qu'il est centrolobulaire, péribroncovasculaire, sous-pleural, les opacités linéaires dans lesquelles circulent donc les veines et les lymphatiques, les trous et les épanchements pleuraux. Et donc, c'est à travers ces différents patterns scanographiques qu'on va redéfinir des maladies qui vont être, pour l'opacité en verre dépoli, par exemple la pneumocystose, mais aussi l'édème pulmonaire cardiogénique ou le poumon leucémique. Pour l'association de lignes septales et de verre dépoli qu'on appelle le crazy paving, la pneumocystose, l'insuffisance cardiaque ou une toxicité médicamenteuse. Pour des atteintes alvéolaires, comme on avait vu tout à l'heure, surtout de la maladie bactérienne, mais parfois aussi de la maladie tumorale. Et puis au cours des nodules, ça peut bien sûr être des métastases cancéreuses, des métastases septiques, de la maladie fongique invasive ou de la tuberculose. Et donc à chaque fois, on va se poser la question en faisant DIRECT de savoir qu'est-ce qui se passe dans le poumon. Ça m'amène au troisième QCM où il y a une seule bonne réponse à choisir. Toutes les leucémies ont le même risque de poumon leucémique. Au cours des leucémies aiguës myéloblastiques, l'élément déterminant pour la gravité respiratoire et non respiratoire, c'est la leucocytose. Les patients avec une LAL lymphoblastique font plus de poumons leucémiques que les LAM myéloblastiques. Les infiltrats pulmonaires leucémiques sont plus fréquents au cours de la neutropénie et le syndrome de lyse intrapulmonaire ne s'accompagne que très rarement d'un syndrome de lyse tumorale biologique. Quelle est la bonne réponse? À vous de voter. Ok, donc je vais annoncer les résultats du sondage. Donc pour la première question, toutes les leucémies ont le même risque de poumon leucémique, 0%. Deuxième proposition, la leucocytose comme déterminant de la gravité respiratoire et non respiratoire, 48%. Les patients avec LAL qui ont plus de poumons leucémiques que les patients avec LAM, 19%. Les infiltrats pulmonaires plus fréquents, infiltrats pulmonaires leucémiques plus fréquents au cours de la neutropénie, 11%. Et le syndrome de lyse intrapulmonaire qui ne s'accompagne que rarement d'un syndrome de lyse tumorale biologique, 22%. Alors là, les résultats sont plus contrastés. Donc tout d'abord, je suis d'accord pour la première proposition. Toutes les leucémies n'ont pas le même risque de poumon leucémique. D'ailleurs, les LAM, les myéloblastiques, en font beaucoup plus que les LAL. Donc la réponse 3 est fausse. Et au cours des LAM, des myéloblastiques, les monoblastiques, les 4 et les 5, ou éventuellement les 4 éosinophiles, en font plus que les autres LAM. On va prendre le 5 qui a eu donc 20%. Non, c'est pas vrai. Au cours des syndromes de lyse intrapulmonaire, il est quasi constant d'avoir un syndrome de lyse tumorale biologique. C'est pas constant, mais c'est quasi constant. Au cours de la neutropénie, il y a soit l'infiltrat pulmonaire leucémique existait avant, on va avoir une queue d'infiltrat dans la neutropénie, mais les infiltrats pulmonaires leucémiques ne surviennent pas au cours de la neutropénie puisqu'il faut vraiment avoir des cellules leucémiques circulant. Et donc la bonne réponse c'était la 2. C'est au cours des LAM. Ce qui fait le pronostic respiratoire et non respiratoire, c'est la leucocytose qui définit le syndrome d'hyperviscosité, donc le syndrome de leucostase. Et ce syndrome de leucostase, commence à partir de 50 000 cellules leucémiques circulantes, ou bien 10 000 si on est au cours de l'AL à M3, et le syndrome de leucostase est constant à partir de 200 000 cellules circulantes, et c'est vraiment lui qui fait le syndrome de leucostase pulmonaire, et c'est lui qui fait la gravité neurologique et la gravité microcirculatoire au cours de la leucémie aiguë myéloblastique.
Donc, si la leucocytose est un élément déterminant de la gravité, un de nos objectifs thérapeutiques devrait être de diminuer le plus rapidement cette leucocytose. Pour ça, on a plusieurs outils, hein. On a de la chimiothérapie, hein, l'association d'aracitine et d'anthracycline au cours des LAM, des médicaments myélosuppresseurs comme l'hydroxyurée, des leucaphérèses, pour éliminer mécaniquement les leucocytes. Qu'est-ce qu'on peut recommander dans ce cas-là? Alors, tout à fait. Alors, la première chose qu'on peut recommander, c'est l'hyperhydratation. Globalement, vous avez 3 cycles d'évolution de la leucocytose. Donc, vous avez l'usine qui décharge et donc il faut absolument interrompre, comme tu le dis, l'hyperleucocytose. Et donc, la première chose qui va vous apporter un bénéfice de l'ordre de 20%, c'est l'hyperhydratation. L'hyperhydratation, elle doit être vraiment conséquente. Elle doit être vraiment de 30 à 50 millilitres par kilo d'équivalent de syndrome physiologique. Et là, vous allez voir globalement baisser votre leucocytose de l'ordre de 20%. Ensuite, il y a en effet 2 cytostatiques qui sont l'hydroxyurée, donc l'hydréa ou le purinétol. Nous, on a plus l'habitude de l'hydroxyurée, qui vont permettre, au cours des leucémies aiguës myéloïdes, de réduire la leucocytose et de contrôler la situation, c'est-à-dire ça va permettre de remettre le malade d'équerre sur un plan métabolique, sur un plan de le stabiliser sur le plan de l'oxygénation, d'éviter les cofacteurs de toxicité rénale et de remettre le rein tout bien. Et donc, on espère qu'avec l'hydréa, donc avec quelques gélules d'hydréa, l'hydréa est un médicament de chimiothérapie prescrit par l'hématologue, eh bien, on va réussir à réduire la leucocytose de l'ordre de 200-300 000 à moins de 100 000 ou idéalement autour de 50 000. Et c'est à ce moment-là, après la cytoréduction, qu'on va commencer donc la chimiothérapie par aracitine et anthracycline. Alors, qu'est-ce qui se passe si on faisait tout de suite aracitine anthracycline? Eh bien, on aurait beaucoup plus, et c'est malheureusement ce qu'on voyait il y a encore 15 ans, de syndrome de lyse intrapulmonaire. Le syndrome de lyse intrapulmonaire est d'autant plus grand que la leucocytose est grande quand vous commencez la chimiothérapie. De l'intérêt de ne commencer le 3+7, c'est-à-dire l'aracitine et les anthracyclines et l'aracitine, que quand le malade est stabilisé, que la leucocytose est le moins grand possible, la moins importante possible. Alors, on utilise actuellement des médicaments pour inhiber l'adhésion du monoblaste dans les M4, M5, mais aussi dans toutes les hyperleucocytaires sur l'endothélium pulmonaire. Malheureusement, c'est fait de façon très empirique. L'évidence du bénéfice de cette stratégie est relativement de niveau d'évidence faible, puisque c'est sur des études, sur 3 études rétrospectives mono ou multicentriques. Et donc, nous le faisons. On a le sentiment qu'il y a un bénéfice clinique, mais le niveau de preuve est très faible et ça pourrait faire l'objet d'une évaluation et d'un essai randomisé, mais l'intergroupe des leucémies aiguës de l'adulte est plutôt réticent à le faire tellement c'est rentré dans les pratiques. Dernière question, tu parlais de la question de la leucaphérèse. Eh bien, c'est vrai que quand on était interne, on a pu faire donc des cytophérèses pour retirer les leucocytes, mais en fait, ce mécanisme-là a un bénéfice très transitoire. Il y a des rebonds d'hyperleucocytose à l'arrêt de la leucaphérèse. Ça génère des lésions d'hémorragie intra-alvéolaire. Et en fait, la cinétique de la leucaphérèse n'est pas du tout adaptée à ce que peut proposer une chimiothérapie au cours de la leucémie aiguë. Nous, de notre expérience, on n'a pas vu de leucaphérèse depuis 15 ans. Merci Elie, la réponse est très claire. Je crois que nous devons enchaîner. On avance. Et donc, on revient justement sur ce patient de 47 ans qui est un malade nouveau qui arrive par le biais des urgences pour un tableau d'hypoxémie révélant une leucémie aiguë monoblastique, c'est-à-dire que sur le frottis sanguin, le laboratoire de garde est tout de suite capable de vous dire que c'est une leucémie aiguë, qu'elle est myéloïde et qu'elle est plutôt de type 5. Eh bien, chez ces patients-là, les différentes possibilités dans le poumon, c'est la bactérie en vert, la Community Acquired Pneumonia, ou bien l'œdème pulmonaire cardiogénique, mais ce malade-là avait une fonction cardiaque normale et aucun antécédent, ou bien l'infiltration pulmonaire leucémique, ou la leucostase, ou bien la pneumopathie de Lise.
Comme il n'a jamais reçu de chimiothérapie, il ne peut pas avoir de pneumopathie de Lees qui n'arrive qu'après, et donc c'est de l'infiltration ou de la leucostase. Les différences, je vais aller assez rapidement là-dessus. Vous avez les diapositives, elles sont assez claires. La différence, c'est que la leucostase, c'est quantitatif. Il faut avoir énormément de cellules leucémiques circulantes, alors que l'infiltration, c'est qualitatif. C'est plutôt moins de cellules, parfois même très peu de cellules, même une pancytopénie. Mais par contre, ce sont ces cellules leucémiques-là, les 4 ou les 5, qui adorent l'endothélium pulmonaire et vont y adhérer de façon spécifique. Voilà la description de ces 20 patients avec une LAM5 qui va révéler donc une infiltration pulmonaire leucémique. Et là, le scanner est important puisqu'il vous permet de voir donc des lignes septales. Vous voyez bien que les losanges sont très apparents. Et donc, ces lignes septales qui contiennent les veines et les lymphatiques sont gorgées de cellules leucémiques. Ces malades-là, bien évidemment, n'ont pas besoin d'avoir un lavage alvéolaire. Ils ont une maladie monomorphe. Et là, l'urgence est à la cytoréduction et à faire un médicament qui va permettre de baisser le nombre de blancs, donc hyperhydratation, hydréa et dexaméthasone, qui va permettre donc d'amener le malade à une situation stabilisée sur le plan respiratoire et extra-respiratoire pour enfin pouvoir recevoir de la chimiothérapie classique. Regardez ici sur le plan morphologique, vous voyez que les cellules leucémiques, elles sont spécifiquement adhérentes aux lignes septales, c'est-à-dire qu'elles circulent dans les veines et les lymphatiques. C'est vraiment un tableau d'infiltration pulmonaire leucémique. À l'inverse, vous pouvez avoir des tableaux de leucostase. Regardez, ce malade-là déborde de cellules leucémiques avec l'hypertrophie gingivale qui est caractéristique, qui d'ailleurs fait passer les malades beaucoup par leur dentiste ou des stomatos, l'hématodermie avec des blastes dans la peau, la leucostase avec des blastes dans l'appareil pulmonaire et peut-être une consolidation alvéolaire associée montrant qu'il y a une surinfection. Mais globalement, ces situations-là, c'est des situations dramatiques dans lesquelles il ne faut pas perdre de temps. Ces malades-là doivent avoir une hyperhydratation pour à la fois le syndrome de lisse tumorale, mais aussi pour baisser la leucocytose, de l'hydréa, et vous demandez à votre hématologue de mettre rapidement une dose d'hydréa importante et de la dexaméthasone pour éviter la dégradation secondaire avec la lyse intrapulmonaire. Alors, ces profils de leucémie aiguë hyperleucocytaire avec leucostase, eh bien, ont aussi un profil biologique particulier associé à une duplication du FLT3, et c'est d'autant plus important de le dire aujourd'hui qu'ont été développées sur les 10 dernières années des molécules qui sont des anti-FLT3 et qui sont en train d'être évaluées, voire dans certains pays prescrites, dans ces leucémies aiguës hyperleucocytaires. Vous voyez sur la diapo à côté, ce malade-là, dont le vaisseau coronarien est plein de cellules blastiques. Vraiment, il dégorge de cellules leucémiques avec des thromboses des parois artériolaires. On voit bien que ce malade-là a malheureusement décédé d'une leucostase et décédé d'un tableau d'hyperviscosité cellulaire, et que cette hyperviscosité cellulaire a été responsable d'un arrêt cardiaque sur syndrome coronaire aigu et obturation coronaire. Alors là, je passe à une autre situation clinique qui est importante pour vous. Là, il n'y a pas de QCM. C'est juste pour vous dire qu'on a parlé de leucémie aiguë, d'infiltration pulmonaire, et on a parlé de leucémie aiguë myéloïde. Mais attention, ce patient-là, eh bien, je me souviens très bien de ce patient pour lequel on nous a appelé parce qu'on était surpris qu'il ne soit pas VIH. C'est un patient de 34 ans qui se présente avec un tableau respiratoire en 2 semaines, et tout le monde était persuadé que c'était une pneumocystose du VIH, et tout le monde a tiqué sur la sérologie VIH négative parce qu'en effet, le scanner est très évocateur avec le verre dépoli bilatéral, l'épargne corticale, l'absence d'épanchement pleural. Tout le monde était parti sur une pneumocystose. L'intuition clinique était bonne, c'est une pneumocystose, mais elle survient chez un patient qui n'a pas de VIH, mais qui a une LAL-T, une leucémie aiguë lymphoblastique T, et on sait que ces patients n'ont pas encore, puisqu'ils n'ont jamais été traités à ce stade, de déficit immunitaire lié au traitement, ni aux corticoïdes, ni à la chimio, mais à la maladie elle-même. Et regardez dans ce papier intéressant, de pneumocystose, eh bien, on voit bien qu'au cours des maladies T, eh bien, vous avez 3% des malades qui ont une pneumocystose qui n'ont jamais reçu de traitement, ce qui fait dans cette série 30 cas de malades qui ont une vraie immunodépression liée à la maladie et non pas au traitement. Alors, quelle est la bonne réponse sur ce 4e QCM? La fibroscopie bronchique et le LBA doivent être réalisés chez tous les patients immunodéprimés qui peuvent le supporter.
L'aspiration nasopharyngée permet de faire le diagnostic de pneumocystose. On cherche la bonne réponse. Le scanner thoracique suffit pour poser le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire. Le diagnostic d'aspergillose invasive peut être fait sans fibroscopie bronchique et LBA, et les tests diagnostiques non invasifs, les MOC, l'antigénémie, sont une alternative à la fibro-LBA. À vous de voter. On vote pour la bonne réponse, c'est ça? C'est ça. Alors, quelle est la bonne réponse? Donc les réponses, donc fibro-LBA pour tout patient immunodéprimé, 30%. Aspi nasopharyngé pour le diagnostic de la pneumocystose, 7%. Le scanner thoracique qui suffit pour le diagnostic d'hémorragie alvéolaire, tu nous as bien dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que ça. Le diagnostic de l'aspergillose invasive qui peut se faire sans fibro-LBA, c'est 19%. Et les tests non invasifs qui peuvent représenter une alternative à la fibroscopie lavage broncho-alvéolaire. Le 5, c'est combien de pourcents? 44%, pardon. Bon. Donc, on est pas mal. Alors, globalement, on va voir qu'il y a une alternative à la fibroscopie et au lavage. Et aujourd'hui, on considère que la fibro-LBA est utile chez à peu près 20% des immunodéprimés. Mais autant j'aurais tendance à la faire chez tous les greffés rénaux, autant j'aurais tendance à très peu la faire chez les malades d'hémato ou d'oncotropéniques. L'aspiration nasopharyngée ne fait que le diagnostic d'infection virale, de mycoplasme, de chlamydia et de légionnelle par la PCR. Le scanner thoracique, ça n'est pas le sujet. On peut tout à fait faire un diagnostic d'aspergillose pulmonaire invasive sans fibro-LBA et on peut tout à fait ne pas faire de fibro-LBA. Alors, je vais passer rapidement sur le 3 pour dire que tout d'abord, il faut donner le nom d'une maladie CMV, VRS, aspergillose, en trouvant un pathogène. Et donc, il faut donner le nom à travers un test qui soit à la fois sensible et spécifique. La fibroscopie et le lavage permettent de voir l'arbre trachéobronchique et de faire des prélèvements. Au demeurant, dans cet essai randomisé que nous avions fait et publié en 2010, vous voyez que le fait de faire dans le groupe maxi ou de ne pas faire dans le groupe mini de lavage alvéolaire ne faisait aucune différence, c'est-à-dire que dans les deux bras, on pouvait faire tous les diagnostics et que ça ne changeait rien sur le plan du pronostic. Regardez, le nombre de malades survivants ou le nombre de malades intubés et ventilés était exactement le même. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait gérer ces malades-là sans fibro-LBA et c'est ce que nous faisons dans 80% des cas. Alors, voilà un malade, par exemple, qui a une aspiration nasopharyngée positive à VRS. Vous voyez que l'atteinte pulmonaire, elle est diffuse, elle est bilatérale. Elle montre un aspect d'arbre en bourgeon avec une bronchiolite qui est tout à fait évocatrice du diagnostic de VRS. On a quand même mis des antibactériens, traité le malade par des techniques non invasives et on n'a jamais fait de lavage et il a guéri. Ici, c'est un malade qui a une fusariose et le diagnostic est vu de la biopsie cutanée. On n'a jamais touché à ce poumon. Ici, vous voyez, c'est un patient qui a une immunodépression T complexe et des corticoïdes au long cours. Le scanner évoque avant tout une maladie nécrosante et le diagnostic de nocardia est fait sur la PCR pleurale. Ici, vous voyez un tableau de bronchiolite. Elle est centrolobulaire. Là, ça n'est pas de la bronchiolite, de nodules centrolobulaires, mais là, ça n'est pas de la bronchiolite. On voit bien là que c'est une atteinte miliaire et on va avoir une septicémie à géotrichome. Et là, c'est un patient qui a une neutropénie au cours d'une leucémie aiguë myéloïde, qui associe une dualo et un galactomanane sanguin à 5,7 et on a considéré qu'il avait une aspergillose pulmonaire invasive. Il n'a jamais eu de fibroscopie ou de lavage alvéolaire. Là, c'est un patient qui, à l'inverse, a reçu un médicament et c'est une leucémie aiguë à tricholococyte et on sait que ce médicament, il donne une certaine toxicité et on a besoin du lavage alvéolaire parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour faire le diagnostic d'alvéolite à éosinophile et c'est un malade qui va guérir alors qu'il est intubé, ventilé sur le ventre en 3 jours avec la corticothérapie. Donc vous voyez qu'en pratique, on doit utiliser des algorithmes cliniques pour savoir si le diagnostic est de très haute probabilité ou de très basse probabilité.
Le score pneumocystis, par exemple, va permettre de dire si le malade a un très haut score, par exemple un malade jeune avec un lymphome qui n'a pas de prophylaxie anti-pneumocystis et présente une atteinte pulmonaire isolée interstitielle, ce malade-là a un très haut score de pneumocystis. Donc très franchement, je vais avoir tendance à lui faire un lavage alvéolaire parce que là, j'ai besoin de confirmer le diagnostic. Si à l'inverse, j'ai un tableau qui ressemble à une pneumocystose, mais c'est un patient plus âgé qui a une maladie myéloïde et qui a une prophylaxie, je vais avoir besoin d'un test dont la valeur prédictive négative est très forte et je vais faire un crachat induit qui me suffira pour éliminer le diagnostic de pneumocystose. Alors là, on passe à l'étape d'après sur l'oxygène et la ventilation pour vous donner des repères très simples. Globalement, on peut traiter les malades de 4 façons pour rétablir leur oxygénation. Un, c'est l'oxygène standard, la sonde nasale, la lunette, le masque à réserve, le masque sans réserve ou le masque de Venturi qui permet d'apporter une FiO2 un peu plus importante, de l'ordre de 60%. L'oxygène à haut débit nasal humidifié et réchauffé qui permet d'abord d'apporter un oxygène qui amène un certain confort pour les malades avec des débits beaucoup plus importants qui permettent de corriger plus facilement l'hypoxémie et aussi avec dans l'étude Florali une réduction du nombre de malades qui décèdent alors que la réduction du nombre de malades intubés était pas significative dans l'étude Florali globale et pas significative par rapport à l'oxygène dans l'étude Florali immunodéprimée. Il y a la ventilation non invasive, le masque nasal, nasofacial, ou bien le casque de Helmet qui permet de donner une pression positive continue avec un casque. Et sinon, il y a des malades qui sont intubés et ventilés d'emblée, soit parce qu'ils sont arrivés asphyxiques, soit parce qu'ils ont une défaillance d'organes associés, soit parce qu'ils ont une telle demande respiratoire, un drive respiratoire qui est tellement important que quoi qu'on apporte, on n'arrivera jamais à le compenser. Et c'est des malades qui vont s'épuiser et donc ils sont intubés. Alors, quand on compare les stratégies d'oxygénation, eh bien, on voit que globalement, la ventilation non invasive, eh bien, on en a déjà parlé, elle est soit égale soit à l'oxygène dans les essais les plus récents, contrairement aux essais les plus anciens, soit néfaste dans l'étude Florali, ce que nous n'avions pas trouvé ni dans l'étude Ivnictus, ni dans l'étude Ephraim. Et puis, vous avez l'oxygène à haut débit humidifié réchauffé, qui montre une certaine tendance à une réduction de l'intubation dans l'étude Ephraim, mais les essais randomisés chez l'immunodéprimé sont en cours et donneront leurs réponses dans les semaines ou les mois à venir. Voilà l'étude Ivnictus qui compare VNI par rapport à oxygène. Pas de bénéfice sur l'intubation, pas de bénéfice sur la mortalité. Et voilà l'étude Florali immunodéprimée qui montre, regardez bien la courbe mauve la plus en haut, que la probabilité d'intubation elle est beaucoup plus haute avec la VNI qu'avec l'oxygène standard en bleu ou l'Optiflow en rouge. Et donc, on est intéressé de voir qu'il n'y a pas d'études spécialement dédiées disponibles chez l'immunodéprimé et on attend les résultats chez les malades immunodéprimés qui apporteront une réponse pour guider un peu la pratique. Juste pour dire que les critères de jugement seront forcément différents. Quand vous comparez le confort chez des malades immunodéprimés, ici oncohémato, avec l'Optiflow par rapport au masque de Venturi, chez ces malades-là, le confort n'est pas tellement différent parce que ce n'est pas des malades qui arrivent de chez eux et qui ont une pneumonie communautaire comme dans l'étude Florali, c'est vraiment des malades qui ont une hémopathie maligne, de la chimiothérapie, des mauvaises nouvelles, etc. Donc peut-être que la mesure du confort est différente. Et quand on avait repris les malades qui avaient reçu de l'Optiflow dans l'étude Ivnictus, on voyait bien qu'il n'y avait pas de différence entre les 90 malades Optiflow par rapport aux 90 malades oxygène. Mais encore une fois, c'est une sous-étude d'un autre essai et on attend les résultats des essais randomisés qui sont en cours. Dans l'étude Ephraim, qui est une étude qui a inclus 1611 malades immunodéprimés, eh bien, on voit bien que 60% des patients ne sont pas intubés dans les premières heures de l'admission et que là, il n'y a pas vraiment de bénéfices sur l'intubation, il n'y a pas vraiment de bénéfices sur la mortalité, mais quand on ajuste sur les facteurs confondants, on voit que l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé a une tendance, avec un petit p à 0,05, à diminuer le recours à l'intubation. En tout cas, ce sont des patients qui sont mieux oxygénés. On voit ici donc les facteurs pour l'intubation. Vous voyez que l'Optiflow, il est vraiment limite significativité à 0,05. Par contre, sur la mortalité, ça ne change rien.
Je vous rappelle, et là on aborde la dernière partie de ce topo et vraiment la fin, que le seul contexte dans lequel l'intubation précoce a montré son bénéfice aujourd'hui est chez le malade d'hématologie et d'oncologie, dans ce vieux papier de 1999 où on montrait que la mortalité était réduite chez les malades intubés avant la 24e heure, alors qu'elle était beaucoup plus grande quand on laissait les malades avec leur grand respiratory drive, respirer de façon très copieuse, très vite et avec des hauts volumes courants pendant plusieurs jours, ce qui ramène au concept qui a été développé par Laurent Brochard, que peut-être ces hauts volumes de ventilation spontanée vont induire un édème lésionnel en plus de la maladie pulmonaire initiale et aggraver le pronostic de ces malades-là. C'est pour ça qu'on rentrera probablement dans les temps à venir sur des stratégies de ventilation protectrices et peut-être soit des techniques médicamenteuses, de l'hypnose ou d'autres choses, soit peut-être de l'intubation précoce. En conclusion, il ne faut pas chercher à faire plus chez ces malades-là. La stratégie d'oxygénation, elle est à la carte. Aujourd'hui, il n'y a pas l'évidence d'un bénéfice supérieur d'une stratégie par rapport à l'autre. Si les malades supportent bien l'oxygène au début humidifié réchauffé, l'oxygène standard, eh bien, il faut leur faire. Je serais quand même mesuré sur l'utilisation de la VNI. Je pense que c'est difficile de l'utiliser aujourd'hui. Je pense qu'il faut utiliser des tests diagnostiques non invasifs, qu'il faut avoir des algorithmes cliniques très simples en tête pour savoir qui est à haut risque d'une maladie et qui est à bas risque, et faire chez les hauts risques des examens pour confirmer la maladie, alors que chez les bas risques, il faut faire des examens pour éliminer la maladie. Et tout ceci n'est possible que si les malades sont admis suffisamment tôt en réanimation, parce que sinon, ils arrivent, ils sont intubés, ils se dégradent et ils deviennent des malades en déférence multiviscérale très rapidement. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Peut-être que vous avez encore quelques questions s'il nous reste du temps. Et je vous invite, au nom de la SRLF, à participer au prochain webinaire d'octobre et de novembre, dont les titres vous seront précisés dans les temps à venir. Question peut-être pour conclure. On a l'impression, quand on voit l'évolution de la littérature sur le support ventilatoire des immunodéprimés depuis on va dire, une bonne vingtaine d'années, que les résultats commencent à ressembler à ce qu'on obtenait chez les patients immunocompétents. Et la question, est-ce que c'est encore pertinent de séparer les patients immunodéprimés des patients immunocompétents, comme on pouvait le faire il y a une vingtaine d'années, en termes de support ventilatoire du moins? C'est vraiment un très bon point, Frédéric. Je pense que globalement, ça n'est pas pertinent parce que les résultats seront probablement de la même nature. À l'inverse, les maladies immunodéprimées ont trois différences majeures qui font que je les verrai toujours avec un œil différent. La première chose, c'est qu'ils ont besoin d'une stratégie diagnostique. L'oxygène, ça n'est qu'un gaz. L'oxygène ne va pas régler le problème du poumon. À l'inverse, ils ont besoin d'avoir une attitude clinique directe, des examens non invasifs ou éventuellement une fibroscopie et un lavage, alors qu'un malade qui arrive pour une pneumonie communautaire, le pari microbiologique et l'observation des recommandations, ou en tout cas l'ajustement par rapport au terrain sous-jacent, souvent fait que la fibroscopie bronchique et le lavage ne sont pas utiles dans un premier temps, en particulier si les malades ont des facteurs de risque de maladies bactériennes. Là, donc vraiment, la stratégie diagnostique, elle est vraiment différente. La deuxième chose, c'est que le taux d'événement est très différent. Les mortalités sont pratiquement doublées. Dans la RDS, on a le double de mortalité chez le malade d'hémato par rapport au malade qui n'a pas de comorbidité. Et on voit que globalement, les taux d'intubation et de mortalité sont doublés. Donc, je veux bien qu'on mette des malades immunodéprimés pour enrichir le taux d'événement dans des études générales. Mais je pense que là, pour le coup, ce sont les malades non sélectionnés qui risquent d'en pâtir. Donc, peut-être stratifier sur l'immunodépression. Je ne sais pas, j'aurais tendance vraiment à continuer à faire des études chez l'immunodéprimé. Et puis la troisième chose, c'est le profil de maladie sous-jacent. Le profil de maladie sous-jacent, dans les différentes cohortes que nous avons, c'est 16 ou 17 maladies. Ce n'est pas 16 ou 17 bactéries. Et donc vraiment, j'aurais tendance à voir ces malades-là toujours de façon différente, même si les concepts physiologiques s'appliquent de façon exactement égale aux deux et que des techniques de recrutement ou d'éviter les surdistensions ou d'éviter de laisser les malades respirer et de s'imposer des volumes courants néfastes, eh bien ces concepts-là s'appliquent à tous, mais par contre la gestion des malades ne peut pas être identique. Eh bien, merci Elie. Je vais Merci. conclure ce webinaire là-dessus. Donc, je remercie encore une fois la SRLF pour l'organisation. Je remercie Elie Azoulay pour sa participation et puis toutes les personnes
présentes derrière l'ordinateur pour leur attention. Donc à une prochaine fois. Merci. Oui, Au revoir à tout le monde. merci. Merci au professeur Azoulay et au professeur Frédéric Penn. Vous allez retrouver normalement l'enregistrement du webinaire sur le site de la SRLF et nous sommes encore désolés pour les problèmes techniques en début de topo. Et puis essayez de nous suivre. Nous allons mettre rapidement les sujets des prochains webinaires. Normalement, il y en a un par mois, donc ce sera sur le site de la SRLF. Tenez-vous informés. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.